Bonjour, nous sommes le lundi 28 mars 2022 avec une météo qui semble bonne, mais nous avons connu depuis une vingtaine de jours un ciel azuré avec des éclaircies. Il l'est moins aujourd'hui, mais les températures sont un petit peu froides, un petit peu. Mais aujourd'hui, il y a comme une amélioration des températures, contrairement au ciel azuré que nous avons connu pendant 20 jours, mais qui était avec des températures un petit peu froides. Alors, je vous présente ici un problème. Un pendule électrique est constitué d'une boule de sureau très légère, suspendue par un fil isolant en nylon. Il est possible avec une balance très sensible de mesurer la masse M de cette boule. Donc on va mesurer la masse de la boule de la moelle en moelle de sureau et on en déduit son poids. Ben, c'est normal, si vous mesurez euh, la boule de sureau au travers d'une balance, vous allez mesurer son poids. Mais en tout cas, c'est un poids très faible. Pourquoi? Parce qu'ici, on va manipuler. Voilà des interactions, on va faire des interactions de forces électrostatiques. Bon, les forces électrostatiques, bon, c'est des petites forces électrostatiques ici qui vont être en présence. Donc en fait, il faut quand même bouger quelque chose qui est faible, hein, de poids. Parce que si vous avez un gros poids et que vous avez une petite force électrostatique, ça ne va pas bouger. Donc ici, on va faire en sorte qu'on va prendre un petit moellon, un petit poids de sureau. Donc voilà, un petit corps qui est du sureau, une petite boule, on va dire, une petite boule avec un petit poids. C'est du sureau. Alors, électrise la boule de sureau en la touchant avec un bâton. C'est ce qu'on appelle une électrisation par contact, hein. D'ailleurs, il est marqué ici. Vous avez touché le. Je vais vous montrer comment ça se passait. On électrise la boule de sureau en la touchant avec un bâton de verre chargé, ce qu'on appelle une électrisation par contact, puisqu'on peut faire une électrisation par frottement, une électrisation par contact et une électrisation par influence. Je vais voir tout ça et je vous montrerai comment ça se passe. On en rapproche une boule électrisée métallique négativement. Donc ça veut dire qu'on va en approcher, bien sûr, après avoir électrisé la boule de sureau au travers d'un bâton de verre. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va électriser, on va approcher une boule électrisée métallique qui est, elle, négative. Et on va remarquer que le fil dévie du pendule, voilà le fil dévie du pendule, et prend une inclinaison donnée avec la verticale, hein. Et donc on va mesurer cette inclinaison verticale qui est un angle que je veux attribuer, que je veux dire que c'est alpha, angle alpha. Alors, on remarque, on admet qu'à l'équilibre, la droite passant par les centres des deux boules chargées est horizontale. On doit montrer que si on connaît la valeur du poids, hein, si vous connaissez le poids, vous avez mesuré par la balance le poids, et que vous mesurez l'inclinaison par rapport à la verticale de l'effet voilà, d'attraction, eh bien on peut trouver que la force électrostatique s'exerçant sur la boule est proportionnelle au poids et à l'angle d'inclinaison. Et c'est ce que je vais faire ici dans cette vidéo. Donc en d'autres termes, on sait mesurer la force électrostatique. Mais pour la mesurer, il faut connaître le poids. Donc la force électrostatique va dépendre de de la boule, de la moelle de sureau et de l'inclinaison de l'angle que fait la boule de la moelle de sureau euh, avec sa position originelle qui était verticale. Alors comment ça va se passer? Alors la première des choses, c'est qu'il faut connaître les différents types de création d'électricité électrostatique. Alors là, vous voyez que vous avez un cas de figure.
Voilà. L'électricité n'est pas une découverte moderne, ça vous le savez, parce que ben, ça date d'il y a au moins 600 ans avant Jésus-Christ. Bon, 600 ans avant Jésus-Christ, ils connaissaient ce qu'on appelle le pouvoir qu'avait l'ambre. L'ambre, je ne sais plus quelle couleur. Ben, c'est pour l'ambre, voilà, le mot électron vient de ce mot ambre. D'ailleurs, peut-être que je le verrai ici, mais je ne sais pas s'il est là. Voilà, électron vient de ambre, l'ambre, voilà. Ben, je ne sais pas quelle couleur qu'il est. Alors, donc, les Grecs connaissaient déjà, 600 ans avant Jésus-Christ, ils connaissaient déjà le pouvoir qu'avait l'ambre frotté, et que cet ambre frotté pouvait attirer les corps. Bon, des corps légers, bien sûr, parce que s'ils étaient lourds, bon, il n'y avait pas de mouvement possible parce que le corps était trop lourd à devoir déplacer. Donc, c'est des petits corps légers, notamment, par exemple, les poussières, etc., etc., etc. Mais ça constituait pour eux un mystère lié au phénomène. Donc, qui était voilà pourquoi, 600 ans avant Jésus-Christ, ils voyaient que l'ambre frotté attirait les corps, se poser des questions. Bon, vous aurez compris que mais ça, ce phénomène qui était observé à cette époque-là, bon, a été expliqué bien après. Je dirais même au XVIIe siècle avec tous les physiciens, les physiciens qui ont donné leur connaissance par après. Alors donc, l'électricité n'est pas une découverte moderne, ça vous le savez, parce que je vous ai dit que c'est 600 ans avant Jésus-Christ. Quoique bon, le phénomène, on avait un phénomène électrique. Bah, de toute façon, les phénomènes électriques se passent déjà dans l'espace. Hein. Ouais, on les connaît déjà dans l'espace. Et avec les orages, ils connaissaient tout ça en fait avec les orages, mais ils ne savaient pas l'expliquer, on va dire ça comme ça. Ils observaient, mais ils ne savaient pas l'expliquer. Elle est connue depuis les Grecs, l'ambre jaune, d'où le mot électron vient du mot ambre. Euh, voilà, il vient de ambre jaune, c'est ça, c'est la couleur, c'est jaune. Ben, elle est en face de moi, justement, je cherche après ça. L'ambre jaune, qui est une résine fossilisée, c'est une résine, hein, fut l'un des éléments qui nous permet cette découverte. En effet, en observant, en confrontant une baguette d'ambre avec une peau de chat, bon, peau de chat, je ne sais pas s'ils faisaient ça pendant l'époque des Grecs, ça voudrait dire que bon, ils découpaient les chats pour prendre leur peau. C'est un peu bizarre. Bon, ça veut dire que peut-être qu'ils consommaient du chat. Je ne sais pas s'ils avaient de la peau de chat. Je ne sais pas, j'en sais pas plus, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils s'amusaient à frotter avec de la peau de chat sur des différentes matières, qui donnaient, pour avoir des charges. Et ces charges-là, ben, ils pouvaient en faire, voilà, ils observaient qu'ils pouvaient créer attirer certains objets qui n'étaient pas trop lourds. Alors, on pouvait attirer spontanément des poussières, voilà, ou des petits copeaux de sureau, voilà. Alors, ici, la poussière, quand vous balayez, ben, il y a des effets électrostatiques qui peuvent intervenir et bon, il y a des poussières qui peuvent être accrochées de manière électrostatique. Alors, on observait le même phénomène avec une baguette de verre. Inventeur, entre autres, du paratonnerre Benjamin Franklin, fit d'autres expériences. Lui, je crois qu'il a été électrocuté à l'aide d'un cerf-volant. Et bon, il l'a mis à un éclair et il s'est fait électriser. Bon, il n'est pas mort, je crois. Hein. Il n'est pas mort de ça. D'ailleurs, c'est pour ça il a permis de découvrir pas mal de choses, notamment en relation avec l'électricité. Et parla d'électricité positive et négative. Donc lui, il a commencé à parler voilà, de deux types d'électricité. Ses travaux furent variés et servirent de base aux futurs chercheurs. Bon. Alors, de nombreux progrès furent possibles grâce à des hommes comme Alessandro Volta, André-Marie Ampère, Michael Faraday. Bon, la personne là qui a écrit ça, bon, elle n'a pas été exhaustive, je peux vous le dire, parce que bon, dans le domaine de l'électricité, notamment au niveau de l'électrostatique, on a eu de nombreux savants et notamment de scientifiques qui ont font des découvertes et chacun à leur époque. Et ça tourne autour de l'époque du milieu du XVIIe siècle. Ça a commencé par là, et notamment avec le physicien allemand von Guericke, qui a créé la première machine électrostatique. Voilà. Après, un siècle plus tard, on a eu le premier dispositif qui a qui a été capable de stocker des quantités, on va dire infimes d'électricité. Ça a été la bouteille de Leyde en Hollande. Voilà, ben, c'était des grosses bouteilles. Il y en avait plusieurs, je crois.
Et voilà, ils en ont fait le premier condensateur. Voilà, donc ils ont pu stocker ces charges électriques au travers d'un gros condensateur, mais c'était des infimes charges qu'ils ont pu stocker. Ensuite, on a eu Volta qui a inventé la première pile électrique. Je vous rappelle que ce sont des charges électriques, les piles électriques. Voilà. Mais on restait incapable de produire des courants permanents. La pile de Volta a marqué justement le début de l'aventure électrique. Et après, bon, les grandes découvertes se sont succédées, hein, telles que l'électrolyse par les Anglais Davy et Faraday, la création des champs magnétiques par les courants, notamment Ampère. Voilà, comme ils le disent ici, il y a André et Marie Ampère. Il y a eu Ørsted, Biot et Savart, Maxwell, tralali, tralala, bon, toute la panoplie de personnes qui ont pu donner leur connaissance sur le monde de l'électromagnétisme. Alors, le phénomène d'induction électromagnétique qui a été bon, découvert par Faraday, il y a eu l'accumulateur au plomb de Planté, bien sûr, la dynamo de Graham Bell, la dynamo de Dulé. Il y a eu Siemens aussi qui a travaillé au niveau de l'électricité. Bon, l'ampoule à incandescence d'Edison, le transformateur de Goulard, le moteur électrique de Tesla, et tralali, tralala. Tout ça, c'est pour vous dire que bon, il y a d'innombrables savants qui ont qui ont découvert certaines choses, qui ont mis à, à la connaissance du monde scientifique leur trouvailles, leurs découvertes. Alors, je vous ai dit que les notions fondamentales d'électrostatique sont l'électrisation, et notamment, il y en a trois types. Il y a l'électrisation par frottement, l'électrisation par contact, et l'électrisation par influence. Bon, vous en avez trois. Alors, la première, l'électrisation par frottement, il suffit de frotter certaines matières. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que dans la matière, il existe déjà des charges en soi, hein, notamment l'électron l'électron est négatif. Voilà, l'électron, on connaît la structure atomique de la matière, hein. On a l'électron qui est une charge négative, et dans le noyau, on a des protons. Et on a autant d'électrons que de protons. Alors les électrons sont des charges négatives, les protons sont des charges positives. Alors dans le noyau, on a aussi les neutrons, mais qui ont une charge nulle. Alors avant, on avait une certaine forme d'existence hypothétique de charge électrique, positive et négative. Franklin a dit qu'elles existaient, ces charges, elles étaient de deux types, mais auparavant, on se disait que ça existait, mais c'était hypothétique jusqu'à l'apparition, je veux dire, de certaines découvertes scientifiques qui ont permis de vraiment dire que ces charges existaient. Et donc, l'existence hypothétique donc de ces fameuses charges électriques positives et négatives permet d'expliquer l'apparition des forces d'attraction, de répulsion. Bon, alors une chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on a des forces, des charges électriques qu'on a forcément attraction-répulsion. Parce que si vous disposez des charges d'une certaine façon, vous pouvez avoir une force résultante qui est nulle. Voilà, donc on peut avoir des attractions, des répulsions, mais on peut avoir voilà, si vous mettez 4 charges sur un carré, que les 4 charges sont disposées en carré, et que les 4 charges sont identiques, vous avez une force résultante qui est nulle. Donc on n'a pas toujours attraction-répulsion, on peut avoir aussi quelque chose qui s'annule. Voilà. Donc on a différents types de forces dans la nature. Il existe les forces des gravitations, les forces électriques, etc., etc. Et les forces électriques font partie du monde qui nous entoure. Donc pour avoir des forces électriques, bien sûr, de nature électrique, il faut bien sûr un environnement, de l'air ou peu importe, hein, du vide. Il faut un environnement là où doit avoir l'existence de une consistance l'espace. Hein, l'espace doit pouvoir contenir des objets, et c'est ces objets-là qui vont créer justement des charges. Alors comment? Par exemple par le frottement. Hein, donc on peut avoir des charges qui peuvent intervenir sur du verre, de la laine, de l'ébonite, de la soie, etc. Du métal. Bien sûr, on a les conducteurs et les isolants.
On a des conducteurs et des isolants. Alors on peut charger des isolants. Là, si vous chargez des isolants, ils vont rester chargés sur leur surface. Mais si vous chargez des conducteurs, les conducteurs vont circuler au travers de l'isolant et partir. Hein. Bien sûr, ils vont partir pour traverser, pour aller vers la Terre. Donc, on a l'électrisation par frottement, qui est ce qu'on appelle la triboélectricité. Et donc, on peut frotter, si vous voulez, des matières l'une sur l'autre. Je vous ai dit deux genres de matières que vous pouvez frotter, c'est le verre, la laine, les bonnettes, la soie, etc. Et tout ça provient, et je dirais même est confirmé, par la théorie atomique de l'existence de charges. Parce qu'au départ, c'était hypothétique, on se posait la question, est-ce que les charges existaient? Effectivement, elles existent déjà au sein de l'atome, mais il a fallu trouver d'abord l'existence de l'atome, que ça existait, un atome existait, et que dans son sein, il y avait des charges. Voilà, qui étaient des électrons. Mais il a fallu trouver ça. C'est avec les années qu'on a trouvé ceci, que la matière était constituée, bien sûr, d'électrons qui gravitaient autour du noyau. Ces charges étaient chargées négativement, donc ils gravitaient autour du noyau, et ce sont des charges de type, des charges élémentaires, bien sûr. Hein. D'ailleurs, c'est la plus petite charge qui puisse exister, c'est la charge de l'électron, qui vaut 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Donc on avait des charges électriques élémentaires négatives, mais on avait aussi des charges élémentaires positives, notamment dans le noyau, qui lui possède une structure complexe, et notamment il possède ce qu'on appelle des protons, qui sont de véritables charges positives, et des neutrons qui sont des particules électriquement neutres. Donc vous voyez que pourquoi la matière peut être chargée, c'est parce que déjà en son sein elle possède déjà des charges électriques. Alors, lors du frottement, le contact entre les corps est suffisant pour provoquer, si vous voulez, un transfert d'électrons d'un corps à un autre. Donc il faut deux corps. Il suffit de frotter deux corps. Il suffit de frotter deux corps, et ça, c'est l'électrisation par frottement. Et les corps possédant un excédent d'électrons sont chargés négativement, et les corps déficitaires en électrons sont chargés, on va dire, positivement. Alors, du point de vue électrique, une charge positive est toujours considérée comme une absence de charge négative. Pourquoi? Parce que seuls les électrons ont une mobilité suffisante pour pouvoir passer d'un corps à un autre. Alors, les noyaux ont une inertie, eux, je dirais même une inertie beaucoup trop grande. Pratiquement, c'est toute la masse de l'atome. Et d'autre part, les forces de cohésion nucléaires maintiennent solidement les protons à l'intérieur du noyau, donc on ne peut pas les déplacer comme on veut. Seuls les électrons se déplacent. Voilà, ce sont les charges électriques négatives qui se déplacent. Donc les protons, pour les faire bouger, on va dire, il faut ce qu'on appelle des réactions nucléaires. Bon, voilà. Parce que le ciment est très très important. Il y a un gros ciment là-bas. Il y a des interactions fortes. Il y a des interactions fortes, etc. etc. Voilà. Alors, dans les interactions au niveau atomique, on connaît les interactions fortes, les interactions faibles. On a les forces électrostatiques, les forces gravitationnelles, et tralali tralala. Bon. Alors, je reviens ici. Je vous disais que, par frottement, électrisation par frottement, on va prenons un bâton en résine. Voilà, l'électron grec, c'est ça. Électron grec, il est là. Ambre jaune. C'est ce que je cherchais. Prenons un bâton de résine, ambre jaune, électron en grec, et frottons-le avec un morceau de laine. Voilà, donc il faut frotter, ici c'est de l'ambre, qui est une résine bien sûr, résine fossilisée, avec un morceau de laine. Et là, vous allez voir que le bâton, de résine qui est l'ambre, va acquérir une certaine propriété qui est d'attirer les corps légers comme les confettis, le papier, ou des petites sphères, des cheveux, voilà, des petites sphères de moelle de sureau. À ce moment, on dit que le bâton de résine s'est électrisé. Il y a électrisation à la résine. Bon, c'est une petite électricité, hein, c'est des petites charges. C'est pas des grandes charges. Hein. Bon, quelqu'un qui se fait électrocuter,
Là, il reçoit une grande quantité de charge. D'ailleurs, ça provoque la mort, l'électrocution provoque la mort, parce que s'il n'est pas mort, on parle d'électrisation. Bon, ça c'est des termes, hein, c'est des termes comme ça. Bon, on dit électrocuté quand on a une électrisation très forte et il finit par mourir. Mais sinon, s'il ne meurt pas, ben, on parle d'électrisation. Voilà. Voilà. Donc il y a l'électrisation par frottement, il faut frotter. Il faut frotter. Et là, vous voyez, vous avez de la résine électrisée qui va attirer des confettis en papier. Alors, l'électrisation par frottement, répétons l'expérience avec un bâton de cuivre tenu à la main. Nous observons plus aucune action sur les corps légers. Si nous prenons la précaution de tenir le morceau de cuivre par un manche de verre, l'électrisation apparaît. Alors il vous donne l'explication. De façon générale, tous les corps peuvent s'électriser par frottement, mais il faut les classer en deux groupes. Ceux qui se comportent comme la résine, dont la charge électrique reste localisée sur la partie du corps frotté, vous aurez compris que ce sont les isolants. Hein. Ce groupe contient tous les corps que nous appelons les isolants, résine, verre, ébonite, soufre, etc. Et ceux qui comportent comme le cuivre, dont la charge électrique se déplace le long du corps frotté. Dans ce cas, cette charge circule le long du bâton de cuivre, a traversé le corps de l'expérimentateur et est retourné à la terre. Ça veut dire que d'un côté, il va avoir une accumulation de charge, d'où la bouteille de lait avec du verre, c'est un isolant, voilà, il va accumuler des charges. Alors que quand vous avez un fil électrique ou un conducteur électrique, là à ce moment-là, les charges partent, hein. Elles circulent, elles partent. Voilà. Alors, l'électrisation apparaît que s'ils sont tenus par un manche isolant, ce groupe contient tous les corps que nous appelons les conducteurs, métaux, graphite. Quand un corps n'est pas électrisé, il est dit à l'état neutre. Voilà, donc on peut avoir des isolants qui peuvent maintenir une charge dans leur surface, sur leur surface, et voilà, l'électrisation qui peut se faire sur un fil électrique où là, les électrons circulent. Hein. Les électrons circulent. Voilà. Alors, électrisation par contact. Nous suspendons une petite... Voilà, ça c'est par contact. Donc ça c'est le fameux problème que je vais faire ici. Hein, c'est un pendule électrique qui est constitué d'une boule de sureau très légère suspendue par un fil isolant en nylon. Eh bien, c'est ce problème-là. Donc, c'est une électrisation par contact. Alors, le contact, comment il va se faire? Nous suspendons une balle de moelle de sureau à un fil de soie. Bon, ici, dans le problème, c'est un fil de nylon. Il est accroché à un fil de nylon. Alors, nous suspendons une petite balle, une balle de moelle de sureau à un fil bien sûr léger, hein, pour qu'il puisse se déplacer. Approchons un bâton de verre électrisé de la balle de sureau et observons la balle. La balle de sureau 1 est attirée. Pourquoi? Parce que le verre est électrisé, il va attirer la balle de sureau. Ensuite, elle vient en contact avec le bâton de verre. C'est ce qu'on appelle une électrisation qui va se faire par contact. Il faut qu'il le touche. Une fois qu'il l'a touché, à ce moment-là, elle a acquis des charges du verre électrisé. Donc ils sont tous les deux électrisés. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se répulser, puisqu'ils ont même charge. Voilà. Alors approchons maintenant un bâton de résine électrisé. La balle de sureau est attirée. Alors là, à ce moment-là, vous voyez qu'il vous a mis une résine électrisée. Et là, à ce moment-là, la balle électrisée, comme elle est chargée, et la résine électrisée est chargée, ils sont tous les deux chargés, puisque la balle électrisée a été chargée préalablement. Elle a été chargée préalablement, donc comme elle est chargée, maintenant elle est chargée, mais si vous mettez une résine, il va y avoir interaction avec des forces. Ici, ce sont des forces d'attraction parce que les charges sont de nature différente. Il y en a une qui est plus et l'autre qui est moins. Bon, les explications. Ici, les explications, à mon avis, c'est avec un C et pas avec un Q. Bon, c'est pas grave. La balle de sureau était à l'état neutre au départ de l'expérience. Elle s'est électrisée au contact du bâton de verre et a acquis une certaine charge électrique. Il y a électrisation par contact. Le bâton de verre et la balle étant maintenant de même charge électrique, ils se repoussent. On dit qu'ils sont de même signe. À l'approche du bâton de résine, la balle de sureau est attirée parce qu'elle est de charge électrique différente du bâton de résine. On dit qu'ils sont de signe contraire. Il y a deux espèces d'électricité. L'une semblable, celle produite sur le verre, est appelée positive.
L'autre, semblable à celle produite sur la résine, est appelé négatif. Les charges de même signe se repoussent, les charges de signe contraire s'attirent. Et puis on a l'électrisation par influence, et donc ça c'est comme le même problème que nous avons ici, c'est l'électrisation par contact. Je vais l'expliquer ici dans un instant. Voilà, de toute façon je dois faire un problème, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça que j'ai, c'est vraiment le phénomène là que j'ai, je vais l'expliquer en détail pour faire le calcul. Et ensuite on a l'électrisation par influence, hein, donc on a par frottement, par contact et par influence. Voilà. Par contact, par frottement, ben, c'est ce qu'on appelle la triboélectricité. Hein, par contact, c'est comme voici, hein, vous touchez, un va toucher l'autre, et l'autre c'est par influence, il ne se touche pas, mais rien qu'en l'approchant, il va se... voilà, approchant un isolant d'un corps chargé sans le toucher, parce que sinon ça serait une influence ce serait une, voilà, une électrisation par contact, donc il ne faut pas les toucher ici, il faut juste les mettre l'un à côté de l'autre, tout près, voilà, l'un à côté de l'autre, sans le toucher. Approchant un isolant d'un corps chargé positivement, les charges positives en excès du corps chargé positivement vont attirer les électrons de l'isolant, hein, qui vont se concentrer sur la partie la plus proche du corps. Ça veut dire que l'isolant, il n'était pas chargé au départ. Vous avez ramené un corps chargé, voilà, et donc les électrons vont passer voilà, d'un côté à l'autre, et vous allez avoir l'isolant qui va se mettre plus-moins comme ça. Et donc, ça, c'est du fait que vous avez juste approché le corps chargé. Alors, bon, l'électrisation par influence ici ne m'intéresse pas. L'électrisation par frottement ici, ce qu'on appelle la triboélectricité, ne m'intéresse pas. Je vais m'intéresser à l'électrisation par contact. Voilà. Et je vais faire bien sûr le calcul nécessaire. Voilà. Alors, donc comme je vous disais, ici, je m'excuse. L'électrostatique est l'étude des charges électriques immobiles. Et on a l'électrisation par exemple par frottement. On électrise donc les corps en les frottant. Par exemple, on frotte, comme je vous ai dit, les bonnettes avec un tissu de laine ou avec un morceau de peau de chat. Et le verre, par exemple, avec du drap. Le phénomène fait apparaître des charges électriques. On dit aussi qu'on a de l'électricité statique sur les corps, bien sûr, frottés. On va dire que cette électrisation se manifeste par des forces électrostatiques et donc par l'attraction ou la répulsion. Alors, les forces d'attraction, on peut avoir une force d'attraction de répulsion ou une force neutre. Hein. Bon, on n'a pas toujours attraction-répulsion, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir somme des forces égale à 0. Voilà, et cette électrisation permet d'attirer des corps légers par, bien sûr, l'entremise des objets électrisés. Hein. Par exemple, un bâton de verre électrisé attire la boule d'un pendule électrique. Voilà, et ainsi de suite. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux types d'électricité. Donc, il y a deux types d'électricité. L'électricité positive, par exemple, celle qui se développe sur un bâton de verre frotté avec du drap, par exemple. Et on a de l'électricité négative. Et c'est celle, par exemple, qui apparaît sur un bâton des bonnettes frottées avec de la laine ou de la peau de chat. Donc, vous savez distinguer, soit si vous avez de l'électricité positive ou si vous avez de l'électricité négative. Donc, ça dépend de la matière que vous avez frottée. Voilà. Et donc, ici, dans ce cas-ci, par exemple, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? On a donc un pendule électrique qui est constitué d'une boule de sureau. Donc, on sait bien ce qu'on a. On a une boule de sureau, bien sûr, avec une masse très légère, donc un poids très léger, suspendu par un fil isolant de nylon. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Il est possible avec une balance très sensible, là on mesure le poids, et on électrise, on électrise la boule de sureau par contact, en la touchant avec un bâton de verre chargé, électrisation par contact. Et là, comme il s'agit de verre, ben, ce sera de l'électricité positive. Parce qu'ici, on va tout simplement ramener un verre chargé, parce qu'on l'a frotté avec du drap, par exemple. On l'a frotté avec du drap, donc on en ramène un bâton de verre chargé positivement et on le rapproche de la boule de sureau. Alors la boule de sureau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être attirée
par, comment on appelle ça, elle va être attirée par le bâton de verre jusqu'à aller au contact. Et au contact, le bâton de verre va donner ses charges positives. Et comme ils seront tous les deux plus, ben, il va être répulsé et il va faire pendule, il va faire des mouvements d'aller-retour. D'aller-retour. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, elle est chargée positivement dans un premier instant. Cette boule de sureau, alors qu'elle ne l'était pas, eh bien on va rapprocher une boule électrisée, métallique. Et là, cette boule électrisée métallique, elle est négative. Et comme la boule de sureau est devenue positive par l'entremise du verre chargé, eh bien, là, on aura une interaction qui sera une force d'attraction. On aura l'attraction de la boule de sureau par le, comment on appelle ça, par le, euh, par la boule électrique. Par la boule électrique. Et puis, on demande, bien sûr, on admet que à l'équilibre, la droite passant par les centres de deux boules chargées est horizontale. Bon, ça, je vais le faire dans un instant. Alors, on demande de montrer que si on connaît la valeur du poids et de l'inclinaison, on peut trouver la force électrostatique qui s'exerce sur la boule de sureau. Donc, on peut trouver la force électrostatique. Alors, eh bien, effectivement, comment ça va se passer? Bon, eh bien, il faut que je décompose le système. Je vais décomposer le système comme ceci, en 3 états. Bon, je vais recommencer tout ça, bien sûr. Alors, je vais réduire l'état. L'état, on a un poids très, très petit. Hein. On a un poids très petit. De la boule de sureau. Alors, la boule de sureau, vous la voyez, elle est en bleu. Sureau, je ne sais pas comment ça s'écrit, comme ça, je crois. Boule de sureau, elle est en bleu. Vous avez une potence qui sert de support. Bon, c'est un isolant. Hein. La potence est un isolant. Notamment le support là, la potence est un isolant. Alors, l'isolant, je vais le dessiner. Voilà. Alors, on aurait pu mettre une... Voilà. À la place de mettre une potence, je peux suspendre au plafond. Hein. Vous mettez juste voilà, un pendule. Y a pas besoin pour faire un pendule, il n'y a pas besoin d'une potence. Hein. Vous mettez, voilà, vous mettez un fil directement. Une fois que vous avez fait ça, vous placez le fil directement ici. Voilà, la boule de sureau comme ceci. Voilà, et là, donc ça, c'est le un plafond. Un plafond. Bon, mais ça n'a pas été comme ça ici. Bon, je mets une potence. Pourquoi pas? Voilà. Et donc, je vais vous dessiner ici l'isolant. Une partie isolante ici. Ça, c'est l'isolant. Voilà. C'est isolant, ça. Alors, le fil de nylon, je vais le mettre tout de suite. On accroche à cette potence un fil de nylon. Voilà. Et donc, vous voyez que, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Ben, on a un espace. Dans cet espace, il y a des objets. Et ces objets vont créer des charges. Parce que, je vous ai dit, ils contiennent des électrons. Hein. Bon, on sait bien qu'ils contiennent des électrons. Donc, les objets vont créer des charges. Dans un environnement. C'est la création de charges dans un environnement grâce à l'existence d'objets, différents objets. Donc on a un fil de nylon, on a du sureau, boule en moelle de sureau, boule en moelle de sureau. Ah, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va, l'étape, ça c'est l'étape initiale, étape de repos. Repos, ben, là, on vous assure,
je vais électriser cette boule. Pour l'instant, elle n'est pas électrisée. Donc, on a une étape intermédiaire. J'arrive ici. Je vais approcher bien sûr une électrisation par contact, je vous l'ai dit. Hein. On va faire une électrisation par contact. Je ramène un barreau frotté, un bâton de verre. Je ramène un bâton de verre, comme ceci. Et comme il est frotté, il a été frotté à l'aide d'un drap. Et bon, quand vous frottez du verre avec du drap, ben, ça vous donne un type d'électricité qui est des charges positives. Donc on aura de plus. Pour autant que je puisse trouver la souris, parce que je la... Hein. Alors c'est des charges plus. Alors comme c'est... Pourquoi c'est du plus? Parce que j'ai mis un bâton de verre. Si j'avais mis autre chose, on aurait peut-être eu du moins. Bon, ça dépend de la matière que vous mettez. Ici on a mis un bâton de verre. Verre, bien sûr frotté. Hein. Il est frotté avec du drap. Alors, on va rapprocher ceci de la boule de sureau. La boule de sureau, vous aurez compris qu'elle va se rapprocher. Voilà, elle va se rapprocher. Elle va... Attention qu'ici, c'est pas un état de repos. Hein. Ça, c'est étape 2. C'est l'étape 2. Hein. C'est la charge du sureau. On va électriser le sureau. Électrisation par contact du sureau. Ça, c'est l'étape 2. Et donc, là, à ce moment-là, vous avez... voilà, ça, c'est le fil de nylon. Il va se rapprocher. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se charger en charge positive. Voilà. Et puis, quand il sera suffisamment chargé en charge positive, ben, on aura une répulsion. Une répulsion. Et donc, si vous voulez, lui, il va balancer, bien sûr, mais il va balancer pour finir par s'arrêter. Et d'ailleurs, vous pouvez même reculer le bâton de verre frotté, vous n'en avez plus besoin là. Voilà, il va balancer comme un, dans un... il va faire effet pendule. Hein. Et la boule de sureau est toujours aussi. Ça, c'est la boule de sureau. Alors maintenant, la troisième étape, ben, vous n'avez plus besoin de ce bâton de verre. Et c'est là que va intervenir l'interaction avec la boule métallique. Maintenant, on va mettre une boule métallique. Donc on a ici, on va... Là, c'est l'étape que voici. Donc on électrise la boule. On électrise la boule. On électrise la boule. Bon, je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir du noir. Voilà. Donc ici, ça c'est la deuxième étape.
deuxième étape, elle est là, chargée. C'est ce qu'on appelle l'électrisation par contact. Et maintenant, je vais faire l'étape suivante. Qui est, on va rapprocher une boule électrisée métallique négativement. Elle est négative. Voilà, elle est négative. Bon, bah, c'est ce que je vais faire. Je dessine ici. Donc, la troisième étape, c'est de ramener on va ramener donc la potence, et on va mettre un fil métallique. Alors ce fil métallique, comme ils vous disent ici, dans l'énoncé, on admet qu'à l'équilibre, la droite passant par les centres de deux boules chargées est horizontale. Donc on admet qu'à l'équilibre, la droite passant par les deux boules chargées est horizontale. C'est-à-dire que on va ramener une boule chargée négativement, mais au départ, bon, on va le faire de façon à ce qu'elle soit horizontale, c'est-à-dire je prends le centre de la boule de sureau, on va le ramener par ce centre, par le centre. Et là, je ramène la boule, voilà, que je mette en vert. Voilà. Et ça, c'est la boule métallique. Boule métallique. Alors, cette boule métallique, bien sûr, cette boule métallique est chargée négativement. Alors, ça, c'est l'étape, bien sûr, numéro 3. Hein. L'étape 3. Et quelle est l'étape finale, d'ailleurs, hein. C'est l'étape finale. Non, c'est l'étape 3. Je m'excuse, c'est l'étape 3. Étape 3. On rapproche une boule métallique négative. BMN, c'est une boule métallique négative. Hein. Horizontalement. C'est-à-dire dans le même axe que c'est un axe horizontal passant par les centres de deux boules. Voilà, c'est un axe qui relie les centres de deux boules. Bon, ce que l'on sait ici, c'est que le sureau, il est positif. Le sureau est positif. Et que la boule métallique, elle, est chargée négativement. Voilà. Et on rapproche les deux boules. Donc ça, c'est juste une approche. Hein. Et maintenant, je vais mettre la dernière configuration. La dernière configuration, ben, c'est la toute dernière, c'est il y a après une certaine distance d'approche, hein, on a l'interaction qui se fait. Et l'interaction, bien sûr, c'est une attraction, puisque les charges sont l'une est positive, l'autre est négative. Donc ça, c'est l'étape numéro 4. Et c'est l'étape finale. Hein. L'étape finale, donc je rapproche suffisamment la boule pour qu'il y ait une influence. Voilà. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? On aura la boule qui va sortir de son système d'équilibre. Donc la boule, on aura le fil de nylon qui va être dévié, bien sûr, avec la boule de sureau qui est ici.
Et là, on a une interaction de force électrostatique du plus avec du moins, parce que c'est une attraction. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là, on a ce qu'on appelle un angle d'inclinaison qui est, que je vais appeler alpha. On a un angle d'inclinaison. Et donc, ça, c'est l'étape finale. L'étape finale, c'est l'attraction. C'est ça qui va se passer. Alors maintenant, qu'est-ce qui est demandé dans l'énoncé? Mais dans l'énoncé, ils vous disent un pendule électrique est constitué d'une boule de sureau très légère, suspendue par un fil isolant de nylon. Donc on a un fil de nylon, on a une boule de sureau. Alors, ça, ce sont les matériaux qui vont nous donner les charges toutes les charges possibles imaginables, ainsi que euh, il va servir aussi en tant que fil. Bon, il est possible, avec une balance très sensible, de mesurer la masse M de cette boule. On en déduit son poids. Donc on mesure son poids. On électrise la boule de sureau en touchant avec un bâton de verre chargé. Elle revient à sa position initiale quand elle est chargée, elle est suffisamment chargée. Et puis on rapproche, on l'est stabilisé et on rapproche une boule électrisée métallique négativement. Le fil dévie du pendule et prend une inclinaison avec la verticale. Bon, bien sûr, je vous ai dit qu'on admettait que à l'équilibre, que la droite passant par les deux centres de boules, des deux boules chargées était horizontale. Donc on avait voilà, de centre à centre, tout est horizontal. De centre boule de sureau à boule de métallique. Voilà. Montrer que si on connaît la valeur du poids, donc on connaît le poids, ça on l'a mesuré, hein, le poids, parce que voilà, on l'a mesuré avec la balance. C'est un petit poids pour qu'il puisse bouger, bien sûr. C'est un petit poids c'est le poids de la boule de la moelle de sureau. Et de l'inclinaison, on peut trouver la force électrostatique s'exerçant sur la boule de sureau. Donc, ce qu'ils vous disent ici, ben, si vous arrivez à connaître l'inclinaison et mesurer le poids, l'inclinaison, vous savez la trouver, hein, l'inclinaison que vous avez ici, l'angle alpha. Si vous connaissez l'angle alpha et vous connaissez le poids, voilà, le poids en norme, ça suffit. Parce que la poids en direction, on le connaît. Hein. C'est pas, la détermination n'est pas enfin, le poids, on connaît tout son poids, du poids. Hein. On connaît son intensité, puisqu'on l'a mesuré. On connaît sa direction, parce que c'est une force de gravitation qui est dirigée vers le centre de la Terre. Et voilà, vous connaissez la direction, et vous connaissez le sens, c'est du haut vers le bas. Donc son poids, le poids, vous connaissez tout. Alpha, il faut mesurer l'inclinaison. Il suffit de mesurer l'inclinaison ici. Il faut mesurer l'inclinaison par rapport voilà, à l'état de repos du fil. Voilà. Et donc là, vous avez deux variables qui sont l'inclinaison et le poids. Et grâce à l'inclinaison et le poids, vous savez trouver la valeur de la force électrostatique. Alors, encore une fois, vous pouvez la trouver en module. Donc, la force électrostatique est une fonction de l'inclinaison et du poids. Alors, je parle en module, pourquoi? Parce que la direction, on la connaît, hein. Le sens aussi. Direction et sens, on se parle des indéterminations. Alors, ben, on va mettre le système en place. Pour mettre le système en place, donc, qu'est-ce qui se passe? On aura soit des forces d'attraction, soit des forces de répulsion, ou soit une force nulle. Force nulle, c'est quand il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire, vous avez mis des charges disposées d'une certaine façon, qu'il n'y a pas d'interaction. Voilà. Bon, les forces d'attraction sont dues à des charges plus-moins. Plus-moins, des charges plus et moins s'attirent, des charges différentes s'attirent, plus, moins, moins, plus, et des forces de même signe se repoussent. Donc, la nature des forces, quand vous mettez de tels objets, on a des forces électriques de type répulsive ou attractive, ou voire nulle. Hein. Ça peut arriver que ça soit nul. Alors, ceci, comme je vous l'ai dit, c'est dû aux charges. Et ces charges, bon, c'est les matières hein, qui font qu'on a des charges soit plus ou moins. Ici, j'avais du verre, un bâton de verre, ça donnait des charges négatives, et le métal était chargé positivement. Donc, on avait une interaction. Voilà, boule de sureau qui est devenu positif après électrisation de par le verre qui était lui-même positif. Il a électrisé la boule de sureau, et la boule de sureau
ben, on lui approche une boule métallique, et ben, là, la boule métallique étant négative, plus et moins, ça fait une force d'attraction, ils vont s'attirer. Elle va aller dans le sens de la direction où se trouve la boule métallique. Et donc ces forces qui peuvent être nulles, voire attractives, voire répulsives, sont des forces de type électrostatique. Ce sont des forces électrostatiques dues principalement à des charges électriques. Bon, une seule charge ne suffit pas, puisqu'il faut l'interaction de plusieurs charges pour avoir ces forces. Hein. Il faut au moins un minimum de charges. Parce que si vous n'avez qu'une charge, ça ne va pas. Il faut deux charges pour avoir ces interactions, pour voir l'observation de ces interactions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a toujours deux corps, voire plus. Hein, quand on prenait deux corps, on prenait la poussière et de la poussière et une résine et de la poussière. Il y avait toujours deux corps, du verre et le drap. Voilà. Enfin, le drap c'était pour créer les charges, je m'excuse. On a toujours deux corps. Quand je parle d'électrisation par contact, il faut toujours deux corps. Parce qu'une charge ne suffit pas pour avoir une interaction. Donc quand vous avez des charges, pour avoir des interactions, il faut au minimum deux charges. Parce qu'une charge, ça ne suffit pas pour avoir une force électrique, électrostatique. Alors ici, c'est un cas de figure que je vous montre de force nulle. Hein. Si vous mettez 4 charges identiques sur un carré, distance c'est A. Si vous mettez des charges Q, elles sont toutes identiques, Q, ben, c'est pas parce que vous avez des charges qu'elles soient identiques que vous avez attraction ou répulsion, peu importe. Hein. Ici, ce qui va se passer, c'est que vous avez tout simplement la somme des forces égale 0 ici. Hein. On n'a ni répulsion ni attraction. Hein. Bon, c'est pour ça que je disais que qu'on n'a pas toujours attraction-répulsion, on peut avoir des forces nulles. Alors maintenant, je vais étudier le système. C'est quoi le système? Vous l'aurez compris, c'est pas ça. Le système, on va étudier la boule de Sureau. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est juste la boule de Sureau. Avec les interactions de ce qu'il y a autour. Donc, la boule de Sureau va interagir avec quoi? Avec l'objet métallique. Avec le fil de nylon. Ça, c'est le fil de nylon. La boule métallique. Le sureau. Et bien sûr, la terre. Alors, le système, bien sûr, je vous ai dit que c'était le sureau. J'isole du monde extérieur le sureau. Alors, le sureau est en contact avec... Ça, c'est le système. Hein. Le système, c'est le sureau. Alors, là, j'ai une interaction de force avec d'attraction, de type attractif, parce que là, on a du plus, une force électrostatique. On a du plus, et là, on a du moins. Donc, on a une force de type électrostatique. Et justement, c'est ça qu'il faut chercher. Hein. C'est la force électrostatique en fonction, bien sûr, de l'angle. Hein. Il y a un angle, bon, je vous ai dit qu'il y avait un angle comme ceci qui faisait alpha. Voilà, donc il faut chercher par rapport à alpha. Un angle alpha ici. Rappelez-vous, il y avait un angle à prendre en compte alpha. Voilà, il est ici. Donc vous avez la potence. Là, c'est le... Ça, c'est plutôt au repos. Le fil de nylon au repos, la boule de sureau. Voilà, et là, vous aurez l'angle alpha. C'est par rapport à sa position. L'inclinaison, c'est par rapport à sa position initiale. Et donc, il faut démontrer, il faut montrer que FE est en relation avec l'angle d'inclinaison
alpha et le poids. Ça va être vite fait, vous allez voir que il n'y a pas de complication à ça. C'est juste qu'il faut mettre les forces en action. Alors les premières forces en action, vous avez vu que bon, vous avez le système, vous avez la force électrique, que je vais appeler FE, interaction sureau, boule de sureau et boule de métallique. Ici, je peux mettre BS pour boule de sureau. Alors, le fil en nylon, j'ai une interaction avec le fil de nylon. Donc, ici, je vais mettre une force de tension, la force de tension. Et bien sûr, l'interaction avec la Terre qui est le poids, la force de gravitation, la force de masse, la force de gravitation, la force due à la masse, la force due à la gravitation, la force due à la masse grave, à la gravitation, qu'on appelle le poids. Et donc, vous avez, dans ce système-là, vous avez 3 forces. On n'a que 3 forces, pas plus. Donc, on a une force FE, le poids et FT. Et ça, c'est le système est isolé. Hein. Là, j'ai vraiment isolé le système. On a la boule de sureau ici. Alors, ça, c'est la tension du fil de nylon, FT, la force FE et le poids. Alors, qu'est-ce qu'on connaît là-dessus? Ben, on connaît la direction de FE. La direction de FE est connue, hein, c'est pas une inconnue. Hein. On sait bien que c'est suivant l'horizontale avec l'autre boule. Hein. Voilà. Donc, la direction est connue là. Son sens, il est connu, puisque c'est une force attractive. On a une force attractive. Donc, le sens et la direction de FE est connu. La force et la direction, ce qu'on ne connaît pas de FE, c'est son intensité. FE, c'est son intensité. Mais justement, l'intensité de cette force-là, ben, elle est dépendante de... on peut la trouver grâce à l'inclinaison alpha et au poids. C'est ce que je vous ai dit, donc c'est ce que je suis en train de chercher. Alors le poids, bon, qu'est-ce qu'on connaît du poids? Mais on connaît tout du poids. Il n'y a aucune inconnue là-dessus, parce que le poids, on l'a mesuré par, la balance, donc on connaît sa direction. Son sens, on sait bien que c'est du bas vers le haut, du haut vers le bas, je m'excuse, du haut vers le bas, du haut vers le bas, parce que c'est une force de gravitation, c'est toujours du haut vers le bas. Elle est dirigée vers le centre de la Terre, voilà. Et on connaît sa direction, son sens, et direction, sens, et son intensité. On connaît tout. Direction, sens, donc on connaît complètement tout le vecteur P. FT, qu'est-ce qu'on connaît? FT, on connaît sa direction, son sens, parce qu'on a l'inclinaison. Hein. L'inclinaison alpha est connue. Donc on connaît sa direction, le sens, on connaît mais ce qu'on ne connaît pas, c'est... Là, il y a un inconnu au niveau de la norme de FT. La norme de FT n'est pas connue. Bon, mais ça n'empêche pas de faire les calculs. Voilà. Donc on a deux inconnus, c'est la norme de FE et la norme de FT. Sinon, toutes les directions sont connues, tous les sens sont connus, et on connaît que la norme de... au niveau de la norme, on connaît que la norme de P, mais pas de FT ni de FE. Alors pour résoudre le problème, je place un axe. Je place un axe sur le centre de la boule de sureau. Donc j'ai 3 forces. Donc je vais placer mon axe. Hein. J'ai mon axe X. L'axe Y. La boule de sureau, je vais la placer à l'origine. Pour faciliter les calculs. Ensuite, j'ai une force
Voici. Bien sûr, ça vous aurez compris que c'est la force électrique, les forces électrostatiques plutôt. La force électrostatique. On a le poids et on a la force de tension. Alors la force de tension, il y a un angle, je m'excuse, hein. Il y a un angle de connu. L'angle de connu, bien sûr, c'est l'angle ici, alpha. Donc celui-ci, là, l'angle qui est ici, c'est bêta. Or, c'est le complémentaire alpha. C'est 90 moins alpha. 90 moins alpha. Alors, si je fais la projection suivant OX, projection suivant OX, ben, FE, si je prends le poids, si je projette le poids sur X, ça fait 0. Je projette le poids sur X, ça fait 0. Il n'y a pas de composante en X, si vous voulez, du poids. Donc on a bien 0. Bon, la composante en Y du poids, ben, c'est moins P. Elle est dirigée dans le sens contraire de l'axe des Y. Donc on aura moins P. Donc c'est le moins P que nous avons ici. Ensuite, je vais m'occuper de la force électrique, électrostatique. Mais la force électrostatique, elle est dans le même sens que l'axe des X. Donc c'est plus FE. Mais en Y, elle n'a pas de composante en Y cette force. Donc je vais mettre 0. Alors maintenant, pour la force de tension, ben là c'est un triangle rectangle. Alors, on aura une décomposition suivant Y qui est positif et suivant X qui est négatif. Donc je mets moins en X parce qu'elle va dans le sens contraire de l'axe du vecteur I, qui est voilà, le vecteur de base de X. Elle sera positive ici parce qu'elle est dans le même sens que J. Vecteur de base J. Donc là, je fais tout simplement voilà, par rapport à une décomposition par rapport à I, et là par rapport à J. Alors, la norme, la norme de FT, c'est FT. Donc je mets FT. Là, je mets FT. Et là, ça devient de la trigonométrie parce que voilà, la projection de ceci sur l'axe des X, eh bien, vous devez tenir compte, c'est ici je vais mettre A, B et C. Alors si ici j'ai fait un petit peu le calcul ici, BC sur AC, c'est le côté opposé. Côté opposé, c'est BC. Et AC, c'est l'hypoténuse. Et BC sur AC, c'est le cosinus. Voilà. Côté opposé sur... c'est le sinus, je m'excuse. Côté opposé sur l'hypoténuse, c'est le sinus. Donc c'est le sinus de bêta. Mais bêta, c'est un angle complémentaire alpha. C'est 90 moins alpha. Donc ici, vous avez 90 moins alpha. Sinus de 90 moins alpha. Donc je vais noter... là, on a le sinus de bêta. Or, bêta, c'est 90 moins alpha. Or, 90 moins alpha, c'est cosinus d'alpha. Donc, je peux écrire que BC, c'est AC cosinus alpha. Voilà. Mais comme BC, c'est la norme de FT, je peux écrire que c'est FT fois le cosinus de alpha. FT fois cosinus de alpha. Bien sûr, c'est un équilibre, ce sont des charges au repos, c'est une photographie qu'on prend à un moment donné, c'est des charges au repos. Donc c'est un instantané, si vous voulez, donc tout est au repos, donc c'est égal à 0. C'est un équilibre qui est égal à 0.
Et là, bien sûr, la projection sur l'axe des X, ben, à la prendre BC, vous prendrez BA. Ce sera BA sur AC égale cosinus de bêta. Or, cosinus de bêta, c'est cosinus de 90 moins alpha. Cosinus de 90 moins alpha, c'est sinus alpha. Donc, vous aurez moins ft sinus alpha. Voilà. Et donc, sachant cela, ces deux équations, j'ai deux équations, une projection sur OX et une projection sur OY, eh bien, on se retrouve avec la première équation qui va donner FE égale ft sinus alpha. Et la seconde va donner P égale ft cosinus alpha. Donc, FE égale ft sinus alpha, qui est la première, et la seconde, on a P est égal à FE cosinus alpha. Voilà. Et donc, de ces deux relations-là, de la 1 et la 2, si je fais une division, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une des inconnues disparaît. C'est-à-dire la tension sur le fil. La tension sur le fil ne m'intéresse pas. Juste par une division, je fais tomber la tension sur le fil. Parce que c'était une inconnue, mais ça ne m'intéresse pas de connaître la tension sur le fil. Voilà. Alors, une fois que vous avez ceci, bon, je pourrais le trouver, hein, une fois que vous avez FE et alpha. Alpha, il est connu, une fois que vous l'aurez, on peut le trouver à partir du poids d'ailleurs, la tension sur le fil. Hein, parce que bon, vous faites P sur cosinus alpha, vous avez la tension sur le fil. Voilà, mais ça ne m'intéresse pas ici. Mais en tout cas, si je fais un rapport, le rapport va donner FE. Je fais 1 sur 2, l'équation 1 sur la 2, FE sur P égale FT sur FT, ça fait 1, sinus sur cosinus, ça fait tangente alpha. Donc ce qui veut dire que je peux trouver la force électrique en fonction du poids et de l'angle. Donc vous calculez tangente alpha fois le poids, vous avez la force électrique, bien sûr, en norme, hein, et c'est ce qu'il fallait. Parce que la direction d'FE, on la connaît, le sens de FE, on le connaît. Voilà. Donc on peut trouver la norme, la direction qu'on a, il n'y a rien à rechercher dans la direction, hein, parce qu'on sait bien qu'il y a une attraction, le sens aussi, on sait bien qu'on connaît la direction et le sens. Et la norme vaudra FE P fois tangente alpha. P fois tangente alpha. Donc, dans l'énoncé, c'est ce qu'il vous demandait, hein, montrer que si on connaît la valeur du poids et de l'inclinaison, on peut trouver la force électrostatique s'exerçant sur la boule de Suro, effectivement, puisque l'inclinaison est connue, hein, on la mesure, et le poids, on le mesure via une balance. Et donc, ayant l'inclinaison qui est alpha, on a alpha, l'inclinaison, en prenant sa tangente, la tangente alpha. Donc, alpha est connu, hein, connaissant la tangente. Connaissant le poids qu'on a mesuré, comment on a mesuré le poids, c'est grâce à la balance ici, eh bien, on peut trouver la norme de la force électrostatique, puisque la direction, on la connaît, le sens aussi. Alors, si vous voulez, vous pouvez même trouver la tension sur le fil, hein, ça c'est pas un problème. Hein. Comme je vous l'ai dit, la tension sur le fil, il suffit de faire, voilà, vous connaissez tout. Tension sur le fil, vous connaissez le poids, vous connaissez alpha, vous faites P divisé par cosinus alpha, vous avez l'inclinaison, vous la connaissez. Voilà, donc vous pouvez trouver la tension sur le fil même. Ici, c'est pas nécessaire, hein, bon, puisqu'on vous demande de rechercher juste la force électrostatique. Donc en résumé, qu'est-ce que vous faites? En résumé, voilà, vous prenez un film de nylon qui n'est pas chargé au départ, c'est l'étape initiale, état de repos. Deuxième étape, vous faites une électrisation par contact du sureau. Donc vous ramenez une barre un bâton de verre qui a été frotté avec un drap, qui lui est positif, hein, parce que c'est comme ça, c'est sa nature qui est positif. Et puis vous le rapprochez du sureau. Le sureau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se charger, puis après, une fois qu'il est chargé, il va revenir à sa position initiale parce qu'ils vont se répulser. D'ailleurs, c'est ce qui a été expliqué ici. Hein. Voilà, vous approchez un verre électrisé avec une balle de sureau. Ici, juste qu'il tient au plafond, c'est pas une potence, il tient juste au plafond. Voilà, il s'électrise par contact. Il est attiré, puis il se met au contact, il s'électrise, et puis quand il est suffisamment chargé, il se répulse. Donc, et puis il va faire effet de balancier pendulaire pour revenir à sa position initiale. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bon, là à ce moment-là, il est chargé. Hein. Là, le sureau est chargé, c'est l'étape 3. On rapproche le temps puis il est chargé, et puis qu'est-ce qu'on fait? On rapproche une boule métallique, et à un moment donné, elle sera suffisamment proche de la boule du sureau pour que si vous voulez, elle dévie. Bon, elle va dévier de sa position initiale et être attirée
par... elle va être attirée par la boule métallique. Voilà, et c'est ça. On aura ça. Ça, c'est l'étape finale. Donc après avoir l'étape initiale, euh, boule non chargée, état de repos, boule non chargée, chargement de la boule, rapprochement de la boule, chargement de la boule de sureau euh, par le bâton en verre, position initiale, elle revient à sa position initiale, ballon la boule de sureau. Ensuite, après, on rapproche la boule métallique, et puis quand elle est suffisamment proche, on a ça, c'est l'étape finale. Là, on a l'accrochage par attraction, bien sûr. Bien sûr, pour ça, il faut que le poids soit très petit. Il va s'accrocher par attraction de la boule métallique qui est négative avec la boule de sureau qui est positive, qui a été préalablement chargée par le bâton de verre. Et donc on demande de démontrer que cette force électrostatique qui a permis cette attraction, cette interaction entre les deux boules, vous avez bien vu qu'il fallait deux boules, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien deux charges. Hein. Si vous avez qu'une boule, ça ne suffit pas. Elle était en état de repos au départ. Donc il faut bien deux charges, minimum deux charges pour pouvoir faire des interactions de ce type, attractif ou répulsif. Voilà. Donc on ramène un deuxième objet. Deuxième objet signifie objet chargé. Donc on a deux objets en présence, deux objets chargés, et donc on a des forces d'interaction qui vont se produire. Et donc cette force d'interaction ici, c'est une force électrique, et on demande de la rechercher, sachant qu'elle est dépendant de l'angle alpha, de l'inclination et du poids du bâton, de la boule de sureau. Alors pour ça, qu'est-ce que je fais? Je fais un traitement mécanique, c'est-à-dire que je mets toutes les forces en présence. J'identifie d'abord le système, qui est la boule de sureau. Je regarde toutes les interactions avec le monde extérieur. Il y a une interaction de la boule de sureau avec le fil, parce qu'ils sont en contact. Hein. On a une force de contact, un fil, on appelle ça des forces de tension. On a une interaction de la boule avec la Terre, c'est ce qu'on appelle la force de gravitation. Voilà, on a le poids, ce qu'on appelle le poids. On a le poids, voilà, dans un champ de gravitation. Hein, on a le poids dans un champ de gravitation. On a l'interaction de la boule de sureau avec la Terre, qui est le poids. On a l'interaction de la boule de sureau avec la boule de métallique, qui est voilà, chargée négativement. Plus par moins, elle donne du moins. Donc, enfin, plus par moins, elle donne une force d'attraction. Et donc, on a une force électrique. On a trois forces. Et donc, on connaît tout. Toutes les directions sont connues. Tous les sens sont connus. Mais seule la norme de P est connue. Et on peut déterminer la norme de FE, connaissant l'angle d'inclinaison alpha. Bon, et la tension, on s'en fout parce qu'on ne demande pas de rechercher la tension. On pourrait chercher la norme de la force de tension. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Donc, le système étant identifié, on place un repère. Là, on fait une décomposition suivant une projection. On fait une projection suivant l'axe X, une projection suivant l'axe Y. On met un repère, bien sûr, au départ. Et puis, on projette. Une fois qu'on a fait ces projections, on a l'identification de deux équations. Ces deux équations, on les simplifie et on n'a plus qu'une voilà, une relation entre FE et P et alpha. Et donc là, à ce moment-là, on peut trouver que la norme de la force électrostatique, ce qu'elle vaut par rapport au poids mesuré et l'inclinaison mesurée. Je vous remercie.